Allez, c'est parti. Alors, bienvenue dans cette vidéo où on va parler un petit peu d'anatomie, enfin surtout d'anatomie, on va parler des pectoraux, on va voir ensemble un petit peu comment ils s'architecturent dans le corps, où est-ce qu'ils s'insèrent, où est-ce qu'ils se terminent, pour mieux en comprendre finalement le mode de fonctionnement et optimiser un peu vos séances d'entraînement et vos positionnements lors de la réalisation des exercices. Donc pour cette première vidéo de cette série anatomie, en tout cas de la nouvelle série, puisque dans le passé j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vais attaquer donc par les pectoraux parce que c'est un muscle qu'on travaille assez souvent, qui est assez bien connu, donc ça sera plus simple pour vous pour comprendre un petit peu les modalités de mes vidéos et le fonctionnement, et de vidéo en vidéo on verra pour approfondir un petit peu les choses en fonction de vos besoins, de vos commentaires. Donc surtout n'hésitez pas déjà à me mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à me poser des questions, puisque le but c'est aussi d'échanger et qu'on partage un peu des connaissances tous ensemble, et si je peux vous aiguiller, ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, et puis si la vidéo vous plaît, un boost, et puis on la partage. Ce sera toujours plus motivant pour moi et ça me motivera justement pour faire davantage de vidéos. Donc là, dans cette première vidéo, on va parler donc des pectoraux. Ce qu'on va faire, c'est que durant toute la vidéo, je vais vous projeter un petit peu des vues anatomiques via plusieurs logiciels, des vidéos d'exercices, et puis on parlera de sciences de l'entraînement, etc. Donc là, on va parler des pectoraux. Comment ils s'architecturent? Déjà, la première chose, c'est que comme on peut le voir, les pectoraux, ça forme un éventail qui, sur sa partie la plus élargie, vient s'insérer sur la clavicule en haut. Hop, je vais cliquer en dehors, voilà. Donc sur la clavicule en haut, le sternum ici, donc tout cet os-là finalement, c'est le sternum, avec la petite pointe qui est ici, qui s'appelle l'apophyse xiphoïde, qui sera très intéressante à retenir puisque elle est très utile quand on travaille les abdominaux. Donc l'éventail avec insertion sternale, insertion claviculaire, insertion au niveau du sternum et insertion sur quelques côtes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sous cette chose-là, il y a trois autres faisceaux en général qui finalement interviennent sur tout ce qui est développé, décliné, donc tous les mouvements où on ramène les bras vers le bas. Mais ça, on verra plus tard, ce n'est pas la priorité. Ce qu'il faut comprendre ici, hop, c'est qu'il y a des orientations de fibres différentes. Donc au niveau de la clavicule, les fibres s'orientent en diagonale vers l'humérus. Et toutes les insertions finalement des faisceaux des pectoraux viennent au niveau du tiers supérieur de l'humérus, donc de l'os de votre bras. Ça, c'est super important à retenir. Ensuite, on va avoir des fibres un peu plus horizontales qui représentent finalement ce qu'on appelle souvent le milieu du pec. On va retenir ça. Donc ces fibres-là, elles sont ici. Très intéressantes et très sollicitées la plupart du temps. Et ensuite, on a des fibres inférieures qui viennent s'insérer sur les côtes et sur la partie inférieure du sternum et qui viennent toujours, pareil, hein, en oblique par contre vers le haut, sur l'humérus. Et ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a finalement un intercroisement entre les fibres du haut et les fibres du bas. Les fibres du bas, elles vont venir s'insérer un peu plus haut que les fibres du haut. C'est ce qu'il faut retenir. Ces angles-là de fibres sont très importants à comprendre pour intégrer le fonctionnement des pectoraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pectoraux, ce sont ce qu'on appelle des muscles adducteurs. Adducteur qui vient de adduction. L'adduction, c'est le fait de rapprocher. Donc les pectoraux sont d'abord des muscles pour rapprocher les bras l'un vers l'autre. Donc quand on fait une claque ou quand on serre les mains l'une contre l'autre, on travaille quoi? On travaille en priorité les pectoraux. Donc ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les pectoraux vont travailler davantage, en tout cas vont énormément travailler sur les mouvements d'écarté. Donc la machine pec deck, les écartés à la poulie, les écartés aux haltères, bref, tout ce qui est mouvement d'écarté est très intéressant, surtout chez les personnes qui ont un point fort épaule. Pourquoi? Parce que quand vous avez un point fort épaule, c'est souvent le cas des personnes qui ont des clavicules un peu plus courtes, vous allez notamment au développé couché, qu'on va prendre comme exemple puisque c'est un exercice
qui est finalement sollicité, enfin qui est plébiscité par la plupart des pratiquants de musculation. Quand on fait du développé couché, mouvement de propulsion, on a tendance quand même à faire travailler le faisceau antérieur de l'épaule. Donc finalement, le faisceau antérieur, on l'étire et on finalement le rétrécit. Donc il reste quand même moteur sur l'exercice du développé couché. Tout comme les triceps vont intervenir pour maintenir la barre et ensuite tendre le bras. Ça reste un support. Ce n'est pas le muscle prioritaire, mais sans ces muscles-là, le mouvement ne peut pas être réalisé. Alors que sur un mouvement d'écarté, ces muscles-là, au niveau des bras, au niveau des épaules, on peut estimer qu'ils travaillent en isométrie. D'accord ? Il n'y a pas de déplacement, de raccourcissement des fibres, ou très légèrement, en tout cas quasiment aucune, sur les bras, vous pourrez tester, sauf si vous vous amusez à bouger les bras en même temps que le mouvement. De ce fait, quand vous êtes sur des mouvements d'écarté, les pectoraux interviennent plus facilement, on les cible plus facilement, et il est très intéressant à mettre en place chez les personnes qui ont un point fort épaule. En tout cas, moi, dans mes coachings, c'est ce que je tente de mettre en place, et la plupart du temps, ça fonctionne bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tout miser sur le développé couché. Donc là, on va voir plusieurs exercices. On a finalement le développé incliné. Donc le développé incliné, qui est très intéressant aussi, mais faites attention parce que, comme on vient de le dire, il va encore plus solliciter le faisceau antérieur de l'épaule. Alors on a tendance à dire que le développé incliné, c'est pour le faisceau supérieur du pectoral, etc. Alors moi, je préconise d'utiliser une inclinaison de banc aux alentours de 30 à 45 degrés. Même 45 degrés, c'est déjà élevé. Perso, je suis plus aux alentours de 30 degrés. Et j'ai un très bon ressenti sur les pectoraux. Par contre, ce que je vous conseille de faire, quand vous êtes aux inclinés haltères, on a tendance à tenir les haltères comme si on tenait une barre. Donc dans ce plan-là. Sauf que si on regarde bien par rapport à la vue précédente, les pectoraux ont une inclinaison, en tout cas les faisceaux supérieurs qui nous intéressent ici, ont une inclinaison en diagonale. Donc à quoi sert de lever l'épaule et le coude à fond alors que les fibres du haut ne sont pas horizontales mais sont obliques? Donc l'idée, c'est que la trajectoire de la force qu'on va vouloir impulser à notre mouvement doit être en accord avec le sens de la fibre. Donc ici, je vais venir m'aligner avec ma fibre. Donc quand je vais faire mon développé incliné haltère, je ne serai pas là où il y a des tensions au niveau de l'épaule qui sont inutiles. Je vais être là, les trapèzes seront relâchés, les épaules ne seront plus sous tension et je vais pouvoir pousser mes haltères. Et à la fin, qu'est-ce que je visualise? Quand je suis en haut de mon mouvement, je visualise un triangle, je visualise une pyramide formée par mes haltères. Et ensuite, je redescends les coudes, je viens étirer ma poitrine et je remonte. Alors, plusieurs théories arrivent aujourd'hui où il n'est pas nécessaire forcément de travailler sur une amplitude complète pour avoir des résultats en hypertrophie, ce qui semble être vérifié sur le terrain, notamment aux États-Unis. En attendant, si vous aimez travailler en amplitude, moi c'est mon cas, je ne me suis jamais blessé sur ces exercices-là, je continue de le travailler en amplitude. Mais vous pourrez aussi tester qu'en semi-amplitude, en général, la règle, c'est d'avoir une articulation pliée à 90 degrés et on a suffisamment assez pour solliciter les fibres, les mettre en tension et favoriser l'hypertrophie musculaire. Donc là, on revient sur le positionnement des bras. Vous voyez que je rentre un petit peu les coudes vers le corps plutôt que de les ouvrir complètement. C'est là où c'est vraiment intéressant, vous pourrez essayer de le faire. Et c'est une position que l'on ne peut pas adopter lorsqu'on travaille avec une barre. Quand on travaille avec une barre, on est contraint par l'alignement de la barre. On ne peut pas forcément extrêmement bien rentrer les coudes. C'est très compliqué et on commence à perdre l'équilibre et le transfert de force sur la barre n'est plus optimal. Donc je vous conseille d'adopter ce positionnement-là au niveau des coudes. Autre exercice qu'on retrouve souvent finalement, c'est les écartés à la poulie. Donc le cable fly, on peut le mettre sous différentes appellations et sous différents angles, avec ou sans banc. Là, on est debout. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un exercice qui nous permet finalement de sélectionner l'angle de travail de nos fibres. Mais faites toujours attention à régler les poulies de manière à ce que la descente du câble, l'alignement du câble, soit avec vos bras. C'est-à-dire que lorsque vous regardez sur le côté, le câble doit être aligné et avoir la même inclinaison
que mon bras. Et de cette manière-là, vous aurez un recrutement optimal, en tout cas un positionnement optimal. La règle, elle est simple, c'est que lorsque vous réglez vos poulies, l'écartement de base, en tout cas le positionnement de base, ça va être de partir sur une adduction normale, on va dire horizontale. Vous réglez vos poulies à cette hauteur-là, et là vous pouvez faire vos adductions avec un pied en décalage si vous voulez pour être plus stable. Et si parfois vous voulez travailler les fibres inférieures, à ce moment-là vous levez les câbles et vous descendez un peu plus vers le bas. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, si par exemple vos poulies sont bloquées en haut à une certaine inclinaison, à vous, si vous voulez solliciter finalement l'ensemble des pectoraux, à vous de ramener les câbles vers l'avant, forcément, mais de vous incliner de manière à avoir un alignement des câbles avec vos bras pour avoir une position optimisée sur cet exercice-là. Donc faites bien attention quand vos poulies sont bloquées sur le haut. Ça n'est pas à vous de vous adapter à la machine, c'est à vous de trouver des solutions pour adapter la machine à votre morphologie. Du coup, pour revenir un petit peu sur les pectoraux, visualisez bien ce positionnement-là. Visualisez bien quand vous faites un exercice, l'objectif que vous voulez atteindre quand vous faites cet exercice-là, et pensez bien à l'organisation, à l'architecture des pectoraux. Vous pensez éventail et vous pensez fibre verticale vers le haut, verticale vers le bas et horizontale. À vous de travailler différents angles, sous différents angles, pour aller recruter l'entièreté finalement des fibres de vos pectoraux. Et de cette manière, vous aurez finalement un développement harmonieux. Ensuite, en fonction des zones de vos pectoraux qui sont plus ou moins développées, à vous de sélectionner des exercices et de travailler davantage sous un angle plutôt que sous d'autres. Si vous avez, et c'est souvent le cas, un faisceau claviculaire peu développé, à vous de faire des élévations frontales croisées. On peut appeler ça des élévations sagittales, qu'on ne retrouve quasiment rarement, mais ça se fait en fait dans le plan sagittal. Donc l'élévation frontale est un abus de langage au final. Donc faites cet exercice-là pour optimiser le développement des fibres supérieures des pectoraux. Donc quand vous avez un point faible sur les pectoraux, travaillez-le plutôt que de tout le temps travailler les mêmes exercices. Ça ne sert à rien. À vous, et n'oubliez pas ça, de sculpter votre corps, si votre objectif est esthétique, en fonction de l'évolution de vos différents points physiques développés. Ça ne sert à rien de tout le temps travailler un muscle si vous l'avez par exemple en point fort. Travaillez des zones qui sont en point faible. Et là, vous aurez un développement harmonieux. Bref, on s'y perd un petit peu. Donc, pensez bien à l'orientation des fibres quand vous réalisez un exercice. Placez-vous bien. Ne copiez pas le voisin, ça ne sert à rien, puisque un mouvement qui est exécuté par une personne ne convient peut-être pas dans la même position à une autre personne. On a tous, et retenez-le bien, des squelettes différents. Certes, on a quasiment le même nombre d'os, mais nous n'avons pas les mêmes longueurs de segments, nous n'avons pas les mêmes formes au niveau des articulations. Ça se joue à rien parfois, mais c'est suffisant pour avoir un impact sur le ressenti d'un mouvement. Donc faites en sorte d'avoir une position avec laquelle vous avez un bon ressenti. Une fois que vous avez ce ressenti-là, optimisez votre geste et travaillez-le de plus en plus pour optimiser vos résultats. Voilà. Donc, j'espère que cette première vidéo au niveau anatomique des pectoraux a pu vous éclairer, a pu vous donner des informations et a pu vous permettre finalement de visualiser ce qu'est ce groupe musculaire-là, comment il fonctionne, où est-ce qu'il s'insère et comment bien le travailler. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu, des commentaires, posez-moi vos questions. Le but à moi, c'est aussi d'optimiser mes futures vidéos pour répondre au mieux à vos interrogations et améliorer de votre côté vos entraînements. Voilà, allez, bonne soirée, à la prochaine et puis bon entraînement.